J'aurais du mal à décrocher le rugby. Je ne me vois pas, ne serait-ce que peut-être aider à servir les joueurs le vendredi soir après un entraînement. Tu vois, ça ne me dérangera pas. Du moment que je reste dans ce sport, je l'aime ce sport. Oui, j'espère que c'est encore le cas. Ça l'était en tout cas. Il faut que ça continue à l'être parce que c'est l'école de rugby, c'est quelque chose où on tisse des liens très forts, autant entre éducateurs et enfants qu'entre enfants. Et je sais que, du moins à mon époque, les éducateurs étaient souvent des instituteurs ou professeurs qu'on retrouvait dans la semaine en période scolaire. Et voilà, donc il y avait un lien très fort entre le rugby et la scolarité. Ça s'est perdu un peu parce qu'on a un peu moins de professeurs impliqués dans les clubs de rugby ou d'instituteurs. Bon, c'est comme ça, c'est la société qui change aussi, mais en tout cas les éducateurs en rugby, je sais qu'ils font un gros effort justement dans les écoles de rugby pour autant former des jeunes joueurs de rugby que des futurs hommes. Donc continuons avec nos valeurs, en les gardant, en les respectant, et je pense que c'est vraiment primordial pour nos enfants. C'était à Lombès-Samatan, dans le Gers. J'ai commencé très petit. Il y avait qu'un sport. Il y avait qu'un sport collectif dans le village, dans les deux villages. Il y avait le judo comme sport individuel dans l'année, pratiqué dans l'année, et le rugby comme sport collectif. Le football était dans des villages autour, mais pas encore à Lombès. Naturellement, on venait au rugby. On venait au rugby parce que notre instituteur était aussi le directeur de l'école primaire de Samatan. C'était le directeur de l'école de rugby. C'était tous les garçons passaient par le rugby. La plupart dans les villages continuaient le rugby, et c'est pour ça qu'on avait aussi beaucoup de jeunes en cadet, en junior. On n'avait pas besoin d'entente aussi. Aujourd'hui, les clubs notamment de chez moi, dans le Gers, ont besoin d'entente avec d'autres villages autour pour former une équipe cadet ou junior, mais parce qu'il y a d'autres sports qui ont émergé aussi dans notre département, mais parce qu'aussi les jeunes arrêtent très vite et malheureusement on perd des licenciés, quoi. Parce qu'on a un département très simple, rural, on n'a pas 1 kilomètre d'autoroute, on n'a pas d'aéroport, on n'a pas de grosses gares. Par contre, on a encore des paysans, on a encore des gens de la terre qui, très jeunes, sont habitués à travailler très dur aussi, qui savent ce que c'est le travail, je dirais, et que le rugby est aussi un moyen de s'en sortir socialement dans notre département. Donc il y a ce côté-là, et puis après c'est parce qu'on a des familles entières et des générations qui sont passionnées de rugby. Passionnés de rugby dans leur village, passionnés de rugby en général. Et donc les enfants naissent avec un ballon aussi pas loin, un champ à côté où ils vont rencontrer les voisins, faire des parties de rugby sauvage, et ça c'est la meilleure éducation pour le rugby. Pour apprendre à jouer au rugby, et ensuite on a des passionnés qui perpétuent ces traditions, qui vont chercher ces jeunes enfants dans les campagnes, qui les amènent au rugby et qui les suivent en permanence. Donc les derniers exemples des joueurs de l'équipe de France notamment, mais ce sont tous des garçons issus un peu de la terre aussi, et des garçons qui sont familialement entourés de gens passionnés par le rugby. Donc c'est presque normal qu'on les retrouve à ce niveau aussi, quoi. Ouais, un vestiaire, c'est sacralisé pour moi, mais je sais que les médias, on veut conquérir un autre public aujourd'hui, parce qu'on veut vendre le rugby, bien sûr, de plus en plus cher, et parce que les clubs ont des besoins, bien sûr, financiers de plus en plus élevés dans le rugby professionnel. Donc pour vendre le rugby, au-delà du match, on essaye de vendre maintenant le vestiaire d'avant-match, le vestiaire après-match. Mais sincèrement, ça c'est pour attirer un public qui n'est pas un public rugby à la base. Parce que le public rugby, la personne qui a joué au rugby, au moins qui était dans l'entourage du rugby, il sait très bien que le vestiaire c'est sacralisé, qu'on n'y rentre pas, et que ce qui se fait, ce qui se dit dans un vestiaire, ça reste dans un vestiaire. C'est des moments, je pense qu'il faut
faut quand même préserver, même si bien sûr qu'on est là, nous, moi le premier, je suis un professionnel pour vendre notre rugby, mais attention à pas tout ouvrir non plus, parce qu'on est un sport par moments secret, et ça plaît aussi à des gens. Ce côté un peu énigmatique, ça fait un peu croyant aussi autour, il y a une sorte de croyance, mais je pense que c'est quelque chose à respecter, un vestiaire. C'est un moment important parce qu'il s'est passé tellement de choses dans les vestiaires qu'aujourd'hui on ne peut pas y mettre des caméras 24 heures sur 24, on n'est pas le loft story, c'est pas ça le rugby, et j'espère que ça ne le deviendra pas en tout cas. Ouais, c'est pour ça que le rugby est un sport extraordinaire, parce que d'abord le rugby fait jouer tout type de personnes, je dirais, tout type de nationalité, puisqu'on se mélange aujourd'hui dans un vestiaire, autant le gabarit se mélange que la personnalité, que la nationalité, et puis finalement toutes ces personnes qui se mélangent ont qu'un but à la sortie, c'est défendre leur maillot, respecter le club dans lequel ils sont et gagner. Et gagner, donc le but il est commun, c'est quand même dans une société aujourd'hui où on a du mal à avoir des buts communs et avoir des leaders aussi, et à suivre des leaders. Dans le rugby, on a encore cette chance que tout le monde se retrouve autour d'un même objectif. Le rugby sans ça, c'est très compliqué. Voilà, je connais pas le football et le vestiaire du Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, je pense que s'ils sont peut-être pas champions d'Europe encore, c'est parce qu'ils ont peut-être pas encore ça, et ce but vraiment commun. Bon, après, c'est certainement très dur avec des grosses stars et des gros salaires, bien sûr, au milieu, et des enjeux différents, mais bien en rugby. Ouais, je pense que ça il faut qu'on le garde aussi, quoi. C'est important. C'est super, mais j'ai Cédric Marchal, il nous a arbitré à Clermont là, le week-end dernier. Et quand il rentre dans le vestiaire, il sent l'odeur du camphre. C'est une odeur particulière que connaissent les joueurs de rugby, mais c'est un ariégeois, lui, je sais que c'est une terre de rugby aussi. Et il a senti ça, il a dit ça fait du bien, parce que d'abord, avec le Covid, les arbitres ne venaient plus dans les vestiaires, donc et c'est un moment, ils apprécient les arbitres d'ailleurs venir dans le vestiaire, ils veulent parler avec les joueurs, etc. Bon, ok, ils font leur job d'arbitre, mais ils aiment aussi voir l'odeur du vestiaire justement. Ça fait partie des odeurs qu'on a connues, qu'on commence à connaître quand on passe cadet au junior, parce que quand tu es à l'école de rugby, il n'y a pas de pommade, je dirais. Et puis après, nous, à notre époque, c'était la J-Pan, le Dolpix, c'était des trucs qui chauffaient. Il n'y avait pas de kiné, etc. Tu te massais tout seul, mais bon, alors t'en mettais un peu trop des fois, donc tu sortais avec des rougeurs, de la chaleur partout sur le corps. Mais bon, là aussi, autour de ces pommades-là, il y a des histoires extraordinaires dans le rugby. J'étais un leader anxieux parce que tu es justement avant un combat et que tu sais pas ce qui va se passer. Donc autant pour toi que pour l'équipe, que pour tes partenaires. Donc voilà, donc moi j'étais quelqu'un qui essayait de me préparer bien sûr individuellement, mais qui préparait aussi les autres, parce que moi je savais très bien que tout seul, avec mon physique et le peu de qualité, j'allais pas y arriver. Donc il fallait que je prépare des joueurs qui parfois avaient des grosses qualités et peut-être un peu moins de focus sur le match que moi. Donc voilà. Mais après, écoute, je me suis toujours régalé dans les avant-matchs, et voilà, j'ai jamais été un inactif dans le vestiaire ou quelqu'un de détaché avant un match. C'est quelque chose qui aujourd'hui j'essaye en tant qu'entraîneur de me retenir, de prendre un peu de recul parce que je suis plus joueur, mais ça manque quand t'es plus joueur, ça te manque ça. À l'époque, dans les avants, bien sûr, ils avaient toutes les phases de combat, les mêlées, etc. à préparer. Donc le 3/4 avait un peu moins de phases de combat à préparer.
Bon, maintenant, c'est des grands vestiaires, mais on a gardé quand même par tradition de mettre les avants ensemble et les trois quarts un peu à côté, parce qu'il y a aussi des connexions à avoir entre avant. Je répète, la mêlée, la touche, le maul, c'est des choses voilà, qui demandent vraiment aux avants d'être très proches les uns des autres. Donc, et de communiquer dans le vestiaire avant le match, ça permet d'avoir des petites communications entre eux. Et c'est important, comme les trois quarts, on a des petites communications entre eux, sur le fond de terrain, les arrières avec les ailiers, les centres entre eux, etc. Donc c'est bien de le garder aussi, hein. C'est important aussi, je trouve. Ouais, les regards, les concentrations de la part des joueurs. On a eu aussi les Iliens qui ont mené les prières un peu avant les matchs ou après les matchs, aussi dans les vestiaires. Mais voilà, c'est des moments importants, c'est des moments où, voilà, où ça ne parle pas forcément, mais où on a des attitudes, des joueurs voilà, qui sont tous différents dans l'approche d'un match. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent être très calmes, très concentrés, d'autres qui ont besoin de bouger sans arrêt. Mais ça reste des moments particuliers. J'ai souvenir d'ailleurs d'être à Aurillac, entraîneur à Aurillac avec un joueur russe, là, Andrei Ostrikov, qui est un orthodoxe, et qui à 5 minutes du coup d'envoi voit se regrouper dans les douches les joueurs d'Aurillac, composés énormément de Sud-Africains à l'époque et de Fidjiens, de joueurs Fidjiens. Donc lui il se met au milieu. Et en fait, c'était une prière catholique de la part des joueurs sud-africains et fidjiens, et lui était au milieu. Donc, à la fin du match, après la victoire, je vais voir Andrei, et je lui dis, mais tu es orthodoxe, Il me dit oui, mais je me suis retrouvé au milieu je pensais qu'on se regroupait justement pour parler avant le match, et je me suis retrouvé au milieu de cette prière, j'ai pas osé ressortir du cercle. On a tout comme comportement dans le vestiaire, en termes de préparation, mais ça c'est bien aussi parce qu'il faut le garder. On ne peut pas uniformiser une préparation. On a un timing qui est respecté par chaque joueur, mais après chacun se prépare comme il veut. Le but c'est que surtout tout le monde soit prêt ensemble et au même moment. Il faut les deux, plus du cerveau, ça fait 3. Les couilles, j'entends dans le sens surtout de prendre ses responsabilités. Et ça c'est ce qu'on demande aux joueurs, donc des joueurs de ce qu'on appelle de caractère. C'est ceux-là qui te font gagner les matchs aussi. Quand un joueur de caractère, il prend des bonnes décisions, il est toujours suivi, même s'il prend une mauvaise décision. Et quand on est suivi, on a plus de chances que la décision s'avère bonne à la sortie. Il faut avoir les trois, hein, les 3 C comme on dit, mais parce que je pense que c'est ça qui permet d'avoir des grands joueurs de rugby et d'avoir des bonnes équipes aussi. Je sais pas, le numéro 23, il me semble que c'est le pied droit remplaçant, donc ça veut dire que c'est le plus intelligent de l'équipe. Avant, les 3 quarts étaient très merdeux, mais ils savaient qu'ils étaient beaucoup moins costauds que les avants. Aujourd'hui, Chochaya, Reizuke, chez nous par exemple, notre ailier, c'est peut-être le plus costaud de l'équipe. Donc ça s'est équilibré un peu, tu vois. Mais nous, on a Arata, Santiago Arata, écoute-moi, je le vois, au moins 1 à 2 fois par semaine, il lui tape dessus. Ils se mettent sur lui à la fin d'entraînement avant. L'an dernier, j'ai quand même annulé un entraînement parce qu'il avait cassé une côte à lui avant l'entraînement. Il lui tapait dessus, il les faisait chier tout le temps. Alors, bon, ça m'avait énervé, j'avais arrêté l'entraînement, mais ça continue. C'est que lui d'abord, il continue à les brancher aux avants et eux, ils continuent à le taper. Donc, mais c'est incroyable, c'est le petit, c'est comme un petit teckel là, qui va emmerder un grand. Mais c'est pour ça que le rugby ne change pas finalement. Mais c'est comme ça, c'est bien aussi, quoi. Quand je prends Antoine Dupont, par exemple, c'est un joueur phare. Voilà, c'est un joueur d'abord qui te conduit à la victoire, qui amène un groupe, qui peut amener l'équipe de France à être champion du monde en 2023. Antoine Dupont, je ne l'ai jamais encore vu dire j'ai gagné le match à moi tout seul. Donc il sait très bien qu'il a besoin des autres, même si c'est un phénomène hein, du rugby français. Mais voilà, donc c'est important, oui, de tracer une voie quand tu es un bon joueur, mais de aussi rendre hommage à ses partenaires.
Moi, le joueur avec lequel j'ai joué et qui m'a le plus marqué, c'est un joueur qui a fait une très bonne carrière, mais qui aurait pu en avoir une bien meilleure, qui n'a jamais levé de Brennus, mais qui aurait eu largement le niveau de le lever, c'est Serge Sergueïev à Montauban. C'était un joueur à plus de 2 mètres, qui était excellent sur la touche, un énorme porteur de ballon, un plaqueur terrible. Il conduisait le bus après les matchs. C'est-à-dire que c'est un mec qui faisait 80 minutes de rugby, même en top 16, et qui nous ramenait après le match. C'était un papa. Mais il a été fidèle à un club aussi. Je trouve que ça, c'est fabuleux, ça aussi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on bouge beaucoup. Les joueurs bougent beaucoup. D'ailleurs, avant la fin de leur contrat, maintenant, on le voit bien. On est rentré un peu dans l'ère du football, quand même, il faut le dire. Mais les joueurs qui sont fidèles à un club, qui restent dans un club toute leur carrière, bon, moi, je leur tire le chapeau. Et vraiment, c'est des joueurs à respecter énormément, à mettre en avant aussi. Serge, il est resté à Montauban alors qu'il avait tous les clubs français dessus. Bon, voilà, mais il est resté à Montauban, il est toujours à Montauban, son fils a joué après à Montauban. Donc c'est le joueur qui m'a le plus marqué, pas sur rugbystiquement, c'était vraiment le meilleur avec lequel j'ai joué quand même. Le rugby est un sport dur. C'était dur il y a quelques années parce qu'il y avait des sortes de shérifs un peu sur les terrains. Il fallait faire attention. Et aujourd'hui, c'est quand même très dur. Quand je vois les animaux qu'il y a sur le terrain le week-end, des fois, quand on a joué Toulon à Castres, j'étais dans le couloir du vestiaire, là, tout seul. J'étais de dos et j'entendais cling cling les crampons d'un joueur arrivé là, de Toulon. Quand je me suis tourné, c'était Eben Etzebeth. C'est un animal, quand je l'ai vu. Je me suis dit, ça va être compliqué, il a des bras comme ça, il fait 2 mètres, je sais pas combien. C'est un sport, il y a quand même des costauds dans le rugby, donc c'est un sport dur. Ouais. Ah oui, bien sûr, ça arrive. Tu as des endroits, tu sais pas trop où t'aller, comment ça allait se passer. Mais on a eu de la violence dans le rugby, on en aura toujours, parce que c'est un sport de combat et ça peut déraper. Mais sincèrement, moi, je peux boire une bière avec tout le monde, avec tous les mecs contre qui j'ai joué, du moins. Ben, bien sûr que tu as des moments où tu t'accroches avec des mecs, mais c'est équilibré toujours, parce que toi, tu en avais à côté qui était dur aussi. Donc bon, et ils se bataillaient entre eux, et toi, si tu es assez malin, tu passais à travers les gouttes, tu vois. Oh, sincèrement, j'aurais eu du mal à jouer ailleurs que demi-mêlée parce que je trouve que c'est un poste central où on touche le plus de ballons et on est au milieu de l'action. J'aurais pas aimé jouer pille pour ça, si j'avais pas touché un ballon. Ou alors il a fallu que je sois très costaud en mêlée, très dominateur. Peut-être j'aurais été content. Je respecte beaucoup les joueurs de première ligne parce que c'est quelque chose d'abord où il y a eu des accidents malheureusement, donc sur des mêlées effondrées, donc voilà. Nous dans le Gers, on a eu Alexandre Barrosi qui est quand même un garçon que j'ai entraîné à Auch, qui est aujourd'hui sur un fauteuil, donc c'est quand même quelque chose qui peut faire peur aussi. Donc il faut être capable de former ces jeunes, enfin ces piliers très jeunes, de leur apprendre les très bonnes positions, justement pour pas se faire mal. Et l'arbitrage doit être très vigilant à ce niveau-là. Je vois des joueurs, des fois, qui veulent pas serrer les mains, etc. Ben, je trouve ça, non. Il faut, c'est un combat. Quoi qu'il en soit, des fois, tu tombes sur des cons en face, sur des casse-couilles, mais c'est fini. C'est fini, donc tu serres la main, tu peux boire une bière avec lui à la fin. C'est ça l'école de la vie aussi, hein. C'est se dire c'est fini, on a combattu, chacun a défendu son maillot et bon, mais voilà, il y a eu de la pression, de la tension, mais le match est fini, on le rejouera pas, donc le plus beau geste c'est se serrer la main à la fin. Je sais pas, j'ai jamais fini un tampon, je peux pas te dire, c'est rien. J'étais pas comme tu vois, la famille Gelon dans les campagnes gersoises à travailler à la ferme, donc à la ferme, je sais pas, ils devaient plaquer les vaches à l'insérien, je sais pas comment ils faisaient, mais bon. C'était des gros plaqueurs, les fermiers souvent. Un tampon quand t'as un ballon, c'est pas gênant. Après quand tu l'as plus, quand c'est un retardement, quand c'est par derrière, enfin tu vois, quand c'est bon, pas dans les règles du jeu, ça c'est plus con, c'est plus chiant.
Donc là, tu peux y avoir bagarre à la sortie, mais quand c'est dans les règles, c'est bien joué. C'est là que tu peux lui serrer la main aussi, là, en te relevant. Ah oui, ça me permet d'en reconnaître un peu des fois, quand je circule dans le civil. Et là aussi, je sais pas comment ils font les mecs, là, parce que vraiment ils ont des oreilles dégueulasses, hein, ils doivent avoir mal tout le temps. Il y en a de moins en moins quand même. Alors peut-être ils mettent moins la tête ou ils se protègent plus, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins en tout cas. Ah oui, ça chambre et ça a toujours chambré. Après, c'est extraordinaire. Il y a des fois bon, je me souviens plus des citations, mais il y a quand même des phrases cultes dans le rugby. Et je me souviens quand je jouais à Béziers, je discutais avec Michel Palmier. Quand il jouait à Sauclières à l'époque, il me racontait qu'il laissait passer toujours à Sauclières dans un tout petit couloir. Quand l'arbitre sifflait, l'équipe s'alignait en premier. Et donc, il me disait toujours, il y avait toujours un 3/4 qui était buteur ou très bon joueur de l'équipe adverse. Et donc, on passait, nous, après, on arrivait. Et là, on le bousculait tout le temps. Et en lui disant, ça va être dur aujourd'hui. Déjà, il me dit, dans le couloir, déjà, le mec, il perdait 50% de son tir au but, la plupart du temps, à Sauclières. Donc voilà. Mais ça a toujours branché. Ça fait partie de notre éducation, de notre sport. Mais c'est pareil, c'est du branchage qui... Voilà, t'as sifflé la fin, c'est fini, on serre la main, c'est oublié, tu vois. C'est pas méchant, y a un problème actuellement, je sais, avec le petit radeau, là, tu vois, mais il faut pas non plus... c'est peu commun dans notre sport, quoi. Voilà, ça a pu dépasser sa pensée, j'en sais rien, tu vois, je connais pas le gosse, mais certainement d'ailleurs, parce qu'il a joué à Castres, et à Castres, je sais que personne s'en est plaint de son comportement, donc... malheureusement, bon voilà, aujourd'hui on est dans une société où ça c'est le moindre événement comme ça, on peut mettre le feu aux poudres. Moi j'ai joué longtemps avec le père à Mathis Lebel, avec Mike Lebel, qui était un black bien sûr, et bon, bien sûr il s'est fait brancher sur le terrain des fois, mais je t'assure, c'était pas... Il n'y a jamais eu un problème. Le seul problème que j'ai eu avec Mike, c'est qu'un arbitre nous a dit un jour les noirs à 10, sauf qu'on jouait en rouge. Bon, mais ces deux mecs, là, mais c'est vrai, mais ça je me souviens. Du coup, là, j'avais sauté sur l'arbitre qui était en panique. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu parles, t'es raciste. Mais, et le pauvre, il était malheureux, le pauvre arbitre, je pense. Mais voilà, on n'a pas. Ça branche, mais voilà, il faut que ça reste dans le cadre de notre rugby. Hein. Pour être entraîneur, déjà, il faut commencer, je pense, par éduquer des enfants. Être un éducateur et après passer comme entraîneur et se souvenir que tu as eu des enfants et que l'essence même de notre métier, c'est le sport, c'est un sport, c'est un jeu de balle. Il faut s'amuser dans notre sport, même si on a des bases à respecter, etc. Mais il faut quand même prendre du plaisir. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Je l'ai eu comme entraîneur, je l'ai eu comme professeur d'histoire-géographie pendant 1 an. Bien sûr, c'est un exemple. Comme j'ai eu d'autres exemples, d'autres entraîneurs qui ont été des exemples pour moi. Je pense notamment à Xavier Péméja, que j'ai eu à Montauban, à Jean-Pierre Issalde, que j'ai eu à Béziers, voilà, qui étaient tous des anciens neufs aussi. C'est des gens qui m'ont marqué et sur lesquels j'ai construit ma carrière aussi, tu vois, d'entraîneur. Il faut pas se leurrer, c'est quand même les joueurs qui font l'entraîneur, tu vois, c'est comme ça. Si tu tombes sur des bons joueurs, ce sera quand même plus facile d'être un bon entraîneur. Le temps te permet de prendre du recul, de te nourrir de tes échecs, et de progresser par rapport à tes échecs, mais bon, c'est quand même un métier difficile, c'est un métier qui va très vite. Et on n'a pas le temps de se reposer, quoi. Donc la victoire, tu la savoures sincèrement 5 minutes, 10 minutes après un match, après tu passes déjà à l'autre. Moi, me faire jouer aujourd'hui ? Non, aujourd'hui à Castres, non en tout cas. J'ai vraiment des bons demi-mêlées à Castres, entre Rory, Santiago et Jérémy Fernandez, qui est un jeune du club. Voilà, mais non, me faire jouer jamais. J'aurais jamais pu jouer à leur place en tout cas.
C'est une fierté d'être passé par le Stade Toulousain. Je suis resté 3 ans. Ça a été très enrichissant. Et j'en garde une très bonne expérience, ce qui m'a fait grandir aussi en tant qu'entraîneur, tu vois. Mais je profonds le plus grand respect pour Hugo Mola ou Didier Lacroix, son président, mais également tous les gens qui composent le staff du Stade Toulousain, jusqu'à Lulu, leur terrible chauffeur, qui est anti-castré d'ailleurs, putain le con. Mais bon, il aime les produits de la ferme, il vient me chercher du pâté un peu à la maison, donc de chez moi, de la campagne, dort dans la Roque, donc il s'arrête boire un peu, un petit apéro, et on discute un peu du Stade Toulousain bien sûr. Mais bon, écoute, j'ai été discret, voilà, j'ai fait mon travail discrètement, mais je te dis, j'ai trouvé des personnes en tout cas qui m'ont bien accueilli, voilà, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Ouais, écoute, Antoine, j'étais à Toulouse quand il est venu de Castres à Toulouse, donc j'avais participé à son recrutement, on dira. Anthony, ça me fait chier parce que je pense qu'on aurait pu continuer ensemble. Parce qu'on a une relation, on se connaissait pas trop, j'étais en Angleterre, il était à Castres, et je pense qu'on a voilà, c'est un garçon qui passe ici, faut pas le dire peut-être trop à Toulouse, mais on a une très bonne relation, autant avec lui qu'avec sa famille. Mais j'ai un message de Jérôme, son papa, qui est, après le match de Clermont, qui est un message d'un vrai supporter castré. Même si le fils est à Toulouse aujourd'hui, donc voilà, ça me dérange pas parce que je sais qu'Anthony va être bien ici, qu'il avait envie de partir au Stade Toulousain, retrouver aussi Antoine, et parce qu'il voulait se donner toutes les chances aussi de participer à la Coupe du Monde 2023 avec l'équipe de France, parce que quand je suis arrivé l'an dernier, il n'était plus en équipe de France, Anthony. Et puis après, je pense qu'il a été en équipe de France, il en a fini capitaine en étant joueur castré. Ça c'est une fierté pour le club aussi de Castres. Le regret que j'ai, peut-être le regret qu'il a aussi, de se dire merde, finalement j'avais un entraîneur, j'étais peut-être sûr de jouer avec lui. J'avoue que quand je faisais la compo d'équipe la saison dernière, je mettais Anthony et après on mettait les autres noms. Des garçons comme ça me dérange pas. Quand ils s'en vont, c'est pas forcément pour l'argent, tu vois. Voilà, c'est différent, donc ça me dérange pas. Et après, écoute, nous, notre job, c'est de le remplacer, donc là, c'est fini. Donc il est parti, on l'a remplacé, voilà, mais il est le bienvenu à Castres quand il veut, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, c'est terrible. C'est parce qu'il y a tellement de pression des fois que tu es obligé de craquer, d'avoir des moments, ça s'explique pas, mais j'ai pas d'exemple précis là en tête, mais ça arrive, ça arrive. Faluche, ça dérange pas parce que tu t'en aperçois même pas, mais bon, il n'y a pas de son, il n'y a que la paluche. Bon, les joueurs sont habitués maintenant, c'est pas dérangeant, mais bon, c'est pas quelque chose qui me plaît. On a eu une réunion la semaine dernière avec tous les managers top 14, j'ai vu que les managers étaient d'accord pour l'intrusion de la télé, de toute façon, qu'on ne pouvait rien y faire, que Canal+, il fallait bien sûr que l'argent de Canal+ était important, l'argent de la télé était important dans le rugby, bien sûr, mais écoute, mettons-la alors juste en top 14 et laissons les autres clubs, notamment amateurs, tranquilles. Joël Juge, quand je finissais ma carrière, est venu me chercher pour arbitrer, avec Michel Lemouly, qui était un dirigeant de l'arbitrage français. Bon, j'ai réfléchi un peu, mais ça m'a jamais plu. J'aurais pas le contrôle justement qu'ont les arbitres. Vraiment, ils ont un contrôle, je les trouve forts là-dessus. Parce qu'en plus, quand tu as la pression du public, que tout le monde gueule, la vidéo maintenant qui passe en boucle, etc. Moi je dis chapeau. Mais je leur laisse, mais vraiment, même quand je terminerai ma carrière d'entraîneur, jamais j'arbitrerai. Même pas des jeunes, c'est encore pire. Avec les parents sur le bord, qui ne comprennent pas une règle sur deux et qui gueulent, c'est terrible. J'ai refusé une invitation du président là, de Castres avec un partenaire un jeudi soir parce qu'il y avait Oyonnax Colomiers à la télé, tu vois, le jeudi soir. Et ça, je veux pas trop le louper parce que
Moi je trouve que c'est le dernier moment que je passe en famille, je dirais avant le match, et alors devant un match de rugby bien sûr, mais c'est important ouais, pour moi, donc ouais, je suis superstitieux quand même. Bon, entraîner c'est dur, t'as beaucoup de pression, donc des fois je me dis putain mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un métier du lundi au vendredi, ça s'arrête et être tranquille, aller faire mon petit footing le samedi matin, aller au marché par là à droite à gauche. Et puis sincèrement je peux pas le faire ça, je pense. Donc moi le rugby je le trouvais bien avant, je le trouve bien maintenant, je le trouverai bien plus tard, et même si je dois être dans un petit club, tu vois, à la retraite, et j'aurais du mal à décrocher le rugby. Je ne me vois pas, ne serait-ce que peut-être aider à servir les joueurs le vendredi soir après un entraînement, hein, tu vois, ça me dérangera pas. Du moment que je reste dans ce sport, moi je l'aime ce sport. Hein. Les deux, on est différents. J'ai 2 enfants déjà différents entre eux et un peu différents un et moi, mais bon, je sais qu'ils ont plus de moyens que moi en tout cas. En tant que jeune joueur. Ce qui me fait râler par moments, c'est quand je vois ce qu'on fait faire à des jeunes aujourd'hui. Je pense qu'on est un sport qui doit évoluer, qui a évolué, tu vois. Et on a des moyens aujourd'hui pour se perfectionner, je dirais, dans l'éducation des jeunes. On a des moyens vidéo, on a des gens disponibles pour venir entraîner ou aider à l'entraînement. Tu vois, c'est le problème un peu de notre sport. On est un peu très refermé et donc on a du mal à s'ouvrir un peu vers les autres, etc. Tu vois, juste pour progresser. Le but c'est que les gamins progressent, et pour que les gamins progressent, il faut que les éducateurs progressent aussi, tu vois. Alors il y en a de très bons éducateurs et il y en a qui font ça bénévolement parce qu'on n'a pas les moyens d'aller rémunérer tous les éducateurs, et ces bénévoles là il faut les aider, et moi je trouve qu'on les aide pas assez, qu'on les laisse voilà, on les balance au milieu d'un terrain avec des jeunes. Les jeunes, c'est très difficile parce qu'il y a tout ce qui est connaissance sur la croissance, etc. Je pense à connaître. Et puis le développement d'un jeune joueur de rugby, qu'est-ce qu'on veut faire d'un jeune joueur de rugby, qu'est-ce qu'on va lui faire travailler en priorité. Et je trouve que des fois, je le vois dans les clubs, il y a des réunions qui sont faites. On balance un thème, par exemple, on va travailler la défense pendant 3 mois, mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse les éducateurs tout seuls, sans aide, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'attire, par contre, et que je ferai plus tard, parce que je veux aider ces gens-là qui sont pleins de passion, qui sont des fois pas issus du rugby en plus, qui sont des pères simplement d'enfants, et voilà, je pense qu'il faut les aider, et si tu les aides, mais je sais que les gosses prendront du plaisir et progresseront encore plus dans notre sport. Ce serait extraordinaire d'avoir un club qui s'appellerait Gers dans le rugby professionnel. Mais le problème, on n'a toujours pas de kilomètres d'autoroute, tu vois. On n'a pas d'entreprise, on n'a pas d'argent, on est un peu enclavé. Et qu'aujourd'hui, le rugby professionnel coûte beaucoup trop d'argent. Et même, malgré tout, la fierté de notre département, c'est qu'on a quand même 3 clubs en Fédéral 1, qui font des derbys terribles entre eux, mais sinon, ça nous suffit à notre bonheur. Après, créer un club professionnel dans le Gers, ça serait aujourd'hui fou. Il faudrait un fou qui veuille investir... Je lance un appel à le président du Stade français, s'il veut. Il y a beaucoup d'argent, monsieur Wild, l'allemand. Écoute, et qui vienne, nous on va bien l'accueillir, on peut créer un club avec lui sans problème, son argent, on va bien s'en occuper. On va essayer de monter en Pro D2 s'il veut, mais voilà. Mais il nous faudrait un Gersois qui ait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, et qui soit vraiment passionné par le rugby aussi. Parce que c'est une passion. Le bonheur, ce serait que ces pépites qu'on a aujourd'hui finissent justement dans le Gers, en fin de carrière. Tu sais, pour donner un an à 37 ans, 38 ans, 40 s'ils veulent, mais donner un an dans un club du Gers, ça serait bien, ouais, ça, tu vois.